Voilà, donc on a le plaisir d'accueillir Dr Ali Draham, analyste politique. Bonsoir, Dr Ali. On a fini de parler malheureusement de la Syrie, de ces Syriens. En bref, avec Dr Tawfi. Maintenant, on enchaîne avec l'affaire qui provoque toujours un choc mondial, l'affaire de Panama Papers. Apparemment, le quotidien allemand ne cesse de publier de nouvelles révélations des noms des personnalités de premier plan, de renommée politique, avec une première réaction, bien sûr, de la France et les déclarations de François Hollande. Pourquoi ce timing de la révélation de ces documents de la part de ce journal allemand? Je ne sais pas pour le timing, mais de temps à autre, Cocolix, il y a 2-3 ans, il a fait sortir des documents, à mon avis, beaucoup plus importants que le Panama Papers, sur tous les, comment dirais-je, les affaires des Américains au Proche-Orient, par exemple, et dans le monde entier. Et les écoutes et tout ça. Il n'y a pas de timing dans la guerre entre les pays, les États et les nations, et surtout pour aboutir, par exemple, un coup à Vladimir Poutine. Il fallait le faire sortir ou approcher d'une façon ou d'une autre. Il ne faut pas oublier, il y a pratiquement un mois, la déclaration d'Obama dans une newspaper américaine, ça s'appelait comment, je ne me rappelle plus, il a attaqué tout le monde. Obama. Pardon? Atlantique, voilà. Elle a attaqué tout le monde, même l'Arabie Saoudite, même le Proche-Orient, les Arabes, elle a attaqué tout le monde. Oui, mais elle n'avait pas pris cette ampleur aussi. On parle de Panama Papers qui est en d'accord avec plus de 150 journaux pour publier toutes ces informations sur ces personnalités. C'est l'effort des journalistes très habiles, à mon avis, très très habile, comme les deux journalistes de scandale de Watergate. Voilà, c'est le même niveau. Même niveau que c'est des journalistes qui ne lâchent rien. Et derrière, il y a toujours quelqu'un qui a le courage d'avouer ce qu'ils font les dirigeants du monde, pratiquement le monde entier. De cacher ou même il y a aussi des grands joueurs comme Messi qui cachent ses impôts. Ça c'est pas dit seulement au Proche-Orient ou aux dirigeants du Proche-Orient, c'est des gens du monde entier. Mais la date, il n'y a pas de... Non, il n'y a pas de... Oui, mais c'est une évasion fiscale aussi depuis des dizaines ou plus même d'années. Ce n'est pas une évasion d'un an ou quelques. Et on parle aussi des membres des plus riches du monde. Oui. C'est aujourd'hui que ça a été révélé. C'est eux qui font des fraudes, de fiscalité. C'est pas le petit fonctionnaire, le pauvre petit fonctionnaire bureaucrate en Égypte ou même en France ou en Allemagne. C'est toujours les gens riches, les fortunés qui essayent vraiment de s'enfuir. Regardez, le Proche-Orient, je pense, il y a 50 pages seulement sur 2 millions de pages, pratiquement. Oui, il y a le nom d'Allah Mubarak, c'est tout, en Égypte. Il y a quelqu'un d'autre, je pense. Tout à fait. Vous avez une autre aussi, il y a plusieurs. Je n'ai pas eu de détails. Le dernier détail que j'ai concerne plutôt des noms des agents de la CIA. Les acteurs de vente secrète, par exemple, d'armes à l'Iran dans les années 80, qui incluent des agents de la CIA, des anciens responsables de Oran, Rwanda, Colombie.
je n'ai pas encore lu sur l'Égypte. Docteur Taufi, est-ce que vous avez une autre opinion, par exemple, ou un timing le doctorat, il connaît le dossier mieux que moi. Le timing, je ne vois pas. Le timing, moi, je crois qu'il y a quand même quelque chose se cache derrière. Qu'un service a aidé, et donc on peut penser que c'est CIA, mais c'est peut-être un autre service. Ça c'est certain. Il y a un problème extrêmement compliqué qui est que ces archives ont été volées finalement, et donc volées dans un cabinet d'avocats. Et donc leur utilisation risque de créer des problèmes légaux assez insurmontables. Après cela, ça a une vertu, c'est que précisément ça permet aux opinions publiques ou à l'opinion diverse ou à l'opinion publique mondiale de prendre connaissance de certaines pratiques. Ça a le risque que vous avez, en soi, aller au Panama n'est pas illégal, et il y a peut-être des gens qui ont pris la précaution de prévenir les autorités de leur pays. Et quand on vous sort ces documents-là, vous ne savez pas tout de suite dans la liste de noms si tout le monde est en situation illégale, ce qui est probablement le cas, ou tout le monde, j'exagère, c'est une grande majorité est dans une situation illégale, où il y a au contraire des gens qui sont plus ou moins dans une situation légale et d'autres qui ont triché. On met tout le monde dans le même sac, c'est peut-être tout à fait justifié, ça ne l'est peut-être pas. Et évidemment, on pourra vous dire, quand même, ça arrange les noms publiés, ça arrange un peu trop les États-Unis pour que ce soit tout à fait innocent. C'est-à-dire que comme par hasard, ce sont des gens qui ont souvent embêté les États-Unis qui apparaissent. Bon, et il y a évidemment d'autres choses au milieu. Oui, mais aujourd'hui... Une autre question aussi, peut-être, c'est la guerre entre plusieurs centres financiers pour aboutir, par exemple, les capitaux vers les États-Unis, vers le Panama, ou le paradis de l'autofort, la Suisse. On ne sait pas. On ne sait pas. Peut-être il y a une guerre vraiment pour ouvrir les portes des États-Unis pour tous les capitaux, entre parenthèses, illégales. Oui. C'est possible aussi. En tout cas, une dernière nouvelle qui est peut-être pas assez intéressante, mais si on parlait de ce quotidien allemand, un quotidien libéral de gauche qui a partagé toutes ces informations avec le consortium international des journalistes d'investigation. Ils ont certainement un autre but, comme peut-être vous l'avez dit, non? C'est pas loin. Surtout si ce bureau d'avocats a été pratiquement volé, et on trouve des noms très très proches aussi des Américains, comme on a lu dernièrement. Kamal Adnan. C'est l'homme fort de l'Arabie de l'autrefois, et aussi très très proche des CIA. Donc, les Saoudiens sont fâchés des Américains. Oui, actuellement. Il y a aussi un scandale sur des ventes secrètes d'armes américaines à Téhéran, qui visait à faire libérer des otages américains au Liban. Tehran-Gate, à l'époque de Reagan. Il a aidé financièrement les contrats nicaraguayens. Oui, c'est une affaire apparemment qui va prendre plus d'ampleur. L'histoire est connue. Elle est connue, elle est très ancienne, elle a été réglée, c'est l'affaire Oliver North. C'est l'histoire qui a défrayé la chronique dans les années 80. Oui, pourquoi évoquer donc, puisque c'est une histoire qui a pris fin, qui a déjà été réglée. Donc. Il faut toujours avoir un réseau de l'argent sale ou de l'argent des services secrets, ou pour les opérations vraiment très dangereuses, qu'un État le fait directement ou pas. Tout ça, ils ont besoin d'un réseau comme ça, secret, pour financer leur opération illégale. C'est ça, l'argent illégal qui finance les opérations illégales. D'accord. Voilà. En tout cas, on va suivre de près les jours à venir ce qui va se passer avec cette affaire, et les noms inclus
C'est des gens qui vont, comme chez nous, par exemple, on va faire des moussalahat. En tout cas, on va enchaîner à notre troisième partie. On va parler de suite, après ce commentaire, on va parler des relations Égypte-Arabie Saoudite, notamment après la fin de la visite du roi Salman Ben Abdelaziz en Égypte qu'il a entamé hier. Je vous laisse avec notre collègue Sarah Marabia Echel un commentaire à suivre sur comment a été cette coopération, comment a été cette profondeur des relations entre l'Égypte et entre l'Arabie Saoudite, non seulement les présidents, le roi Salman et le président Abdel Fattah el-Sisi, mais également comment est cette profondeur des relations entre les deux peuples. Suivez ce commentaire et nous enchaînons donc avec nos invités de suite. Il s'agissait de la première visite du roi Salman depuis son intronisation début 2015. Lors de cette visite, l'Égypte et l'Arabie Saoudite ont signé différents accords, dont importants sur un fonds d'investissement de 16 milliards de dollars. Plus d'une dizaine d'autres accords, y compris un protocole d'accord pour mettre en place une zone industrielle en Égypte, ont également été annoncés. Depuis son arrivée jeudi, Salman et sa délégation ont annoncé une série d'investissements en Égypte, ainsi qu'un projet de construction d'un pont sur la mer Rouge pour relier les deux pays. Le projet a été dévoilé par le roi Salman d'Arabie Saoudite, un projet qui vient une nouvelle fois illustrer le soutien apporté par Riyad au régime du président Abdel Fattah el-Sisi. Dimanche, devant le Parlement égyptien, le roi Salman d'Arabie Saoudite a appelé à unifier les efforts pour lutter contre le terrorisme au moment où son pays est engagé dans plusieurs conflits régionaux. Nous œuvrons ensemble pour la création d'une force arabe conjointe, a conclu le roi Salman. Voilà, donc nous revenons pour parler de cette visite historique du roi Salman Ben Abdelaziz qu'il a achevé hier en Égypte. On va commencer à parler avec ce montant de fonds d'investissement entre l'Égypte et entre l'Arabie Saoudite ils ont finalement convenu hier de mettre un fonds d'investissement avec un capital de 16 milliards de dollars. La visite, avant tout, qui prouve la profondeur des relations, bien sûr, entre les deux pays, qui prouve aussi que malgré les spéculations qui circulaient peut-être avec un peu de tension entre les deux pays, n'avait rien à voir avec la vérité et la réalité, puisque le roi Salman est resté plus de 4 jours avec un discours très intéressant aussi devant l'Assemblée du peuple, avec le doctorat honorifique qu'il a reçu à l'Université du Caire. Commençons donc la première partie, l'économie et l'investissement. Comment peut-on donc exploiter une part de ce montant d'investissement, 2 milliards de dollars pour l'Égypte? À commencer par quoi, comme vous le voyez, Dr Ali, par exemple? La priorité, à mon avis, pour l'économie égyptienne, ça passe sur essayer de régler rapidement 3 problèmes. Premièrement, à mon avis, c'est la déficit de balance et la déficit budgétaire. Et pour envoyer vraiment de l'argent, comment dirais-je, de l'argent fraîche dans 2 secteurs de l'éducation et le secteur de la santé, avant tout. Ça, c'est les priorités les plus importantes pour le moment. Et puis, ça vient après les services. Mais les services, ça peut attendre un peu parce que ni les télécommunications, ni les routes, tout ça, ça peut attendre. Le plus important, vraiment, c'est de revoir les catastrophes de l'éducation nationale et de la santé du peuple égyptien. À mon avis, il n'y a pas de doute pour ça. Pour équilibrer l'économie égyptienne, il faut partir par là, par cette porte. Docteur Taufi, comment vous voyez cette visite qualifiée d'historique, puisque c'est la première visite du roi Salman depuis son intronisation en 2015 en Égypte, et qui a duré, c'était pas une visite éclair ou une courte visite, mais qui a duré plus de 4 jours même?
C'est une visite extrêmement importante et elle est historique. Pour moi, pour des histoires, bon, à cause de l'ampleur des dossiers économiques, je peux toujours ajouter des choses, mais il a dit l'essentiel. On va ajouter l'énergie peut-être, à l'éducation et la santé et l'énergie. Mais ce qui est intéressant, c'est les arrangements sécuritaires. Et les arrangements sécuritaires, il y a une partie des médias ou des think tanks occidentaux et d'une opinion publique saoudienne pro-frère, la partie de pro-frères musulmans, qui passe son temps à dire que l'Arabie saoudite a besoin d'un allié ayant une armée et que la Turquie a une meilleure économie et a une meilleure armée et qu'il ne faut pas prendre l'Égypte. Or, ce sont des médias, des médias, une partie de l'opinion, des partisans des frères. C'est une chose que vous entendez de certains diplomates occidentaux. Oui. Vous avez toujours un point de vue comme ça que, en fait, la Turquie serait un partenaire beaucoup plus intéressant pour l'Arabie saoudite que l'Égypte, parce qu'entre autres, coûtant moins cher et une meilleure économie, etc. Alors, outre le fait que M. Erdogan a considérablement compromis la sécurité et l'économie de la Turquie, donc les choses ne sont pas aussi claires qu'il y a quelques années. Le problème est très simple. L'Arabie saoudite, c'est une question de sécurité nationale par rapport à l'Iran, et elle a un problème de sécurité nationale qui est la mer Rouge, qui est un problème extrêmement intéressant. Sur la mer Rouge, la Turquie ne sait rien, ne peut rien. Par contre, l'Égypte est importante. Je ne veux pas entrer dans des détails militaires, mais c'est l'Égypte qui sécurise le golfe d'Aden. Elle n'est pas la seule, les Turcs n'y sont pour rien. L'expertise égyptienne en aide à la formation de l'armée saoudienne est exceptionnellement importante. Alors je ne suis pas absolument certain que... je suis certain que l'Arabie saoudite a décidé que l'Égypte était un partenaire indispensable, incontournable. Après ça, que tel chef d'État ou tel monarque et moins préfère tel président ou que tel président préfère tel autre. Je pense qu'on ne trahit pas un secret en disant que tout le peuple égyptien avait une affection extrêmement profonde pour le roi Abdallah et que c'était le souverain préféré des Égyptiens. Mais dans l'ensemble, les deux pays se connaissent très bien. Il y a des tensions, mais il y a aussi des facteurs de coopération. Peut-être quelques petits différends, mais c'est normal entre les deux pays. Voilà, tout à fait. Mais les deux pays ont besoin l'un de l'autre et les deux pays sont là pour rester. Ils ne vont pas changer de place et ils ne vont pas changer de place. Et donc la géographie nous contraint, et je ne veux pas dire qu'on est forcé au sens du mot qu'on n'a pas envie de le faire, mais la géographie nous contraint à travailler ensemble. Et c'est très bien. D'autant plus que les relations sont plus solides que jamais depuis longtemps, les relations entre l'Égypte et l'Arabie saoudite aussi. Les données politiques et stratégiques, j'y rajoute ce que l'a dit Tawfiq, mais les données, il ne faut pas oublier qu'il y a certains 3 millions ou pratiquement plus que 3 millions égyptiens qui travaillent en Arabie. Ça, c'est le premier facteur très très important. Deuxième facteur, ce qu'on a dit, la stratégie de l'armée égyptienne, elle était déclarée dès le premier jour d'Abdel Fattah el-Sisi, il a dit Massaf al-Sek. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, ça c'est la stratégie de l'armée égyptienne pour défendre le Golfe et l'Arabie. Et ça, c'était prouvé en 1990, à vos souhaits, la guerre de Golfe, première guerre de Golfe. C'est l'armée égyptienne qui a fait tout le travail sur terrain. Et jusqu'à maintenant, peut-être parce qu'on ne peut pas comparer l'armée égyptienne et l'armée turque, ce n'est pas parce que la Turquie est sunnite comme l'Arabie saoudite, il y aura des préférences. Mais le problème, il faut voir les choses plus profondément. Il y a maintenant l'opinion publique égyptienne, et l'accepte bien sûr parce qu'il y a des liens moraux pour la Terre Sainte, pour Mecca et Médina et le pèlerinage et tout ça,
Et il ne faut pas oublier aussi que la culture joue un rôle très très important, la religion joue un rôle très, très important, mais l'opinion égyptienne, elle regarde d'un œil pas très, comment dirais-je, tranquille ou pas très... le mot exact, ils ne sont pas très à l'aise avec le nouveau régime saoudien, avec Salman et ses groupes. Avant, avec Abdallah, oui, il y avait surtout, je parle de les intellectuels égyptiens et beaucoup de politiciens égyptiens. Et à partir de là, il faut qu'on discute les choses claires et nettes avec les frères saoudiens. Surtout pour l'aide de l'armement ou l'aide militaire, si vous voulez. Jusqu'à maintenant, parmi les accords signés, on n'a pas vu vraiment un accord signé, stratégiquement parlant, entre les deux pays sur l'armement, par exemple. C'est très important. C'est peut-être oui, je vous en prie. Oui. Non, allez-y. L'armement, c'est peut-être une question délicate. C'est pas une question parmi les buts de cette visite aussi, c'est de renforcer la coopération militaire et la lutte contre le terrorisme. Voilà. Et il y avait une seule déclaration pour la force arabe. Je ne sais pas qui a dit... Parlez de la force arabe commune. Ah, pardon? Vous parlez de la force arabe commune, oui. Et jusqu'à maintenant, c'était le propos de Abdel Fattah el-Sisi, il ne faut pas oublier ça, la force arabe commune, pour sauvegarder ou essayer d'aider peut-être la Syrie, peut-être la Libye, peut-être contre le terrorisme. Tout ça a été pratiquement mis de côté pour le moment par l'Arabie saoudite. Ça, c'est très important pour la sécurité nationale de l'Égypte. Il faut être... c'est pas que ce sont des questions assez délicates. Nous sommes des frères, mais il faut parler des choses je vous demande une question. terre à terre, c'est une question délicate. Dans les relations. Ce n'est pas à la population et aux intellectuels égyptiens. C'est pas une question délicate. Non, je parle de je sais, non, je parle de révéler que, par exemple, il y a eu une coopération militaire en détail. Ce n'est pas normal de... Ça se passe jamais dans n'importe quel pays du monde, qu'il y a eu une coopération, par exemple, militaire entre la France et l'Allemagne et qu'on sache aussi quels sont les articles de cette coopération. On n'a jamais parlé des détails. Non, je parle pas. Je parle des grandes lignes stratégiques. Les grandes lignes stratégiques. Il faut aussi savoir les sources. Il faut connaître les sources, des sources d'informations qui. La force arabe commune n'est pas encore mise en exécution. C'est ça ce qui intéresse l'Égypte, par exemple. Je vous en prie, Dr. Tawfiq. Oui, qu'est-ce que vous voulez dire? Je voulais dire plusieurs choses. Je vous définis un truc que j'avais raconté, mais il n'est peut-être pas urgent. La coopération entre les deux armées, et peut-être que la nouvelle visite va la développer encore, mais elle est déjà très développée. Elle est déjà extrêmement développée. Les armées travaillent de très près ensemble sur plusieurs dossiers. Peut-être non. Je voulais parler de la force arabe commune. D'accord. Donc, c'est-à-dire il faut demander aux spécialistes, mais ce plan, c'est un des points forts de la coopération entre les deux pays. Alors, il n'en parle pas pour des raisons que vous invoquez, secret militaire, besoin de secret, etc. Mais c'est un des points forts, la coopération militaire en termes d'armement, un tas de choses. Il faut voir que nous sommes dans une période où il y a quelque chose qu'on appellera retrait des États-Unis de la région. Alors, retrait des États-Unis de la région, c'est une vérité à qualifier. C'est que quand on dit retrait, on voit des phénomènes réels, mais il y a des phénomènes qu'on oublie. Les Américains restent quand même pas très loin. Mais il y a de nouveaux arrangements de sécurité. Et ces nouveaux arrangements de sécurité sont explicitement à la fois anti-extrémisme terroriste
et anti-iranien. Je ne dis pas que les Iraniens sont des extrémistes terroristes, c'est deux sujets différents. Et que dans un premier moment, l'Arabie saoudite travaille avec l'Égypte et les deux pays informent les autres partenaires régionaux de ce qui se passe. Je crois que l'Arabie saoudite a quand même l'espoir que la Turquie rejoigne le mouvement et plus tard, mais il est très clair que vu les relations entre l'Égypte et la Turquie, à l'heure actuelle, ce n'est pas tout à fait d'actualité. Il faudrait que M. Erdogan change sa politique et ce n'est pas tout à fait demain la veille. Donc, ça me mène au point que je voulais dire. En fait, les Saoudiens et les Égyptiens vont avoir besoin l'un de l'autre pendant au moins 20, 30, 40 ans. Ça vaut aussi pour les Émirats. Et alors on peut passer à un langage de cœur qui n'est pas un langage politique, mais qui est aussi un langage politique. Finalement, nous, les Émirats, nous savons que nous devons beaucoup, disons, aux États-Unis dans le passé ou à l'Europe, mais finalement, quand les moments sont sérieux, ce sont ces trois pays qui sont ensemble. Oui. C'est-à-dire qu'on ne peut pas compter sur quelqu'un d'autre, et ils ne peuvent pas compter sur quelqu'un d'autre. On s'en compte après la guerre de Suez, en 1956, il y avait ce qu'on appelle le vide stratégique dans le Proche-Orient. Et nous sommes en train de vivre la même chose. Et la région est en train de voir... mais en 1956, il n'y avait pas ce même contexte géopolitique très tendu. Je parle de maintenant le retrait des Américains, Obama doctrine, hein, il est en train de se retirer du Proche-Orient. Le seul armée capable de vraiment remplir ce vide, c'est l'armée égyptienne. Il faut être clair et net, premièrement. Et pour sauvegarder les Émirats et défendre le Golfe, les pays du Golfe entièrement. Et ça, premièrement. Deuxièmement, j'ai vraiment provoqué quelque chose de très important. L'Égypte est en train de subir une guerre de terroristes pendant 3 ans déjà. 3 ans. Et quand on a un grand allié comme l'Arabie saoudite, qui a aussi ses relations avec les frères musulmans, soit en Syrie, soit au Yémen, on attendait, en tant que politiciens ou des gens qui essayent de chercheurs, de voir la position de l'Arabie saoudite, du régime de Salman, vis-à-vis des frères musulmans. Et c'est très important. Tous les pays ont déclaré que les frères, c'est un groupe terroriste. Et on attendait, je pense... Non, mais l'Arabie saoudite, elle l'a affirmé. Oui, l'Arabie saoudite a affirmé que les frères étaient un groupe. Oui, mais confirmer, c'est une chose, je parle d'une position claire et nette. Ça veut dire de couper carrément avec Al-Qaïda au Yémen ou avec les frères musulmans au Yémen. Docteur Ali, apparemment, il y a une confusion entre ce que c'est un jeu politique. Non, je parle pas. C'est un avec mon respect, je sais. C'est un ennemi commun. Oui, certainement, je sais, mais quand on parle d'un jeu politique, non, ce n'est pas un jeu politique. Entre l'Égypte et l'Arabie saoudite, ce n'est pas un jeu politique, c'est une relation très ancienne. Non, mais je ne parle pas de ça. Justement, et la position de l'Arabie saoudite, elle a confirmé avant-hier, même plus, avant-hier, avant la visite du roi Salman, que les frères étaient une organisation terroriste. Oui, j'ai entendu. Voilà, donc il n'y a pas de vide comme ce qu'on pourrait dire, il n'y a pas un vide de la part de l'Arabie saoudite, surtout face à cette question qui est une question de sécurité aussi pour l'Égypte. C'est très important comme question et les conséquences, je n'ai pas suivi exactement la position des deux partenaires, de l'Égypte et l'Arabie, sur ce qui se passe ou l'avenir de la Syrie aussi. C'était aussi... Claire. C'est ça les dossiers très importants à traiter. Ce sont des dossiers qui surtout inquiètent plutôt les intellectuels comme vous, qui aspirent à lire plus, vous voulez dire, mais qui ne sont pas... En détail, ils ne sont pas à la une aussi. On ne peut pas parler en détail de rencontres, on parle de grands, de coopération de grande ampleur, avec une visite de 5 jours avec cette grande délégation saoudienne en Égypte.
Je vous en prie, docteur Tawfiq. Ce qui est même, il y a deux points importants qu'on n'a pas dit, ils ne sont pas certains, mais j'ai quand même l'impression que l'Arabie saoudite a pris une sorte d'engagement, ou a fait une promesse qu'elle allait prendre en charge le développement du Sinaï, qu'elle allait financer le développement économique du Sinaï. Vous n'avez pas lu ça, docteur Ali? Non, ça c'est très important. Vous l'avez lu? Oui, bien sûr. Et donc ça c'est un point important. Je voudrais ajouter sur la Turquie et la Syrie, c'est qu'en fait, le jour où le problème syrien est réglé, les Saoudiens ont besoin des Turcs encore. Tandis que Justement, quand je parle de jeu politique, docteur Tawfiq, justement, c'est ça. Et les États-Unis sont un allié aussi de l'Arabie saoudite. Oui, mais ça, il y a de gros problèmes dans le sens... il y a plusieurs choses qui ont un problème commun avec l'Égypte. Je parle surtout de la relation Égypte-Arabie saoudite. Mais je parle de la relation... Quand je disais, il y a... Il faut comprendre la pensée de cette région. C'est très important. Région, vous parlez? La région, vous parlez du Proche-Orient. Ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, la coopération avec la Turquie, je parle pour les Saoudiens, je ne parle pas pour nous, est nécessaire pour eux sur le dossier syrien. Ils ont moins besoin d'eux sur le reste. La mer Rouge, elle, le dossier syrien, je l'espère, sera réglé très vite. Et s'il n'est pas réglé très vite, il sera réglé un jour. La mer Rouge, c'est un problème constant. C'est un problème constant. Il y a des États faillis. Le Yémen ne va pas stabiliser tout de suite. Sans prendre position sur ce qui se passe. C'est un pays qui est potentiellement failli, qui a qui a des problèmes économiques insolubles. La Somalie est un autre État failli. D'ailleurs, la mer Rouge va avoir besoin d'une attention constante. Et ça, c'est l'Égypte. C'est la prochaine front chaude pour l'Égypte. C'est le sud. C'est la mer Rouge. On a le Sinaï qui est en fond, en sang. Et on attend la Libye maintenant qui s'en renverse aussi vers, avec tous les rapports qui viennent de là-bas, le Daesh il est en train de s'aller d'une façon très très forte. Donc l'Égypte elle a besoin vraiment de voir autour d'elle ses relations, premièrement, et avec les vrais alliés, et deuxièmement ses intérêts direct entre les frères, entre les pays frères, c'est très bien. Mais disons qu'il y a une différence entre les Émirats et l'Arabie sur, par exemple, est-ce qu'on accepte la participation au Yémen du pouvoir de frères musulmans? Est-ce que les frères musulmans participent au pouvoir? Il y a une différence extrêmement sérieuse entre l'Arabie saoudite et les Émirats sur la question. Les Émirats ont tiré pour ça. Ils ont refusé de s'allier avec les frères au Yémen. C'est pour cela que je dis on peut pas avoir cette duplication entre les deux pays. D'accord. Voilà, donc, en tout cas, merci infiniment par la droite. Dr Tawfiq Akimandos, analyste politique, merci. Dr Ali Drahom, analyste politique, intellectuel très intéressé par l'actualité politique égyptienne locale. Merci infiniment pour ces éclaircissements. Et voilà, donc, on vous donne rendez-vous, chers téléspectateurs. Demain, c'est mercredi, avec une nouvelle équipe et une nouvelle édition de Direct. Passez une très bonne fin de soirée. Au revoir.